un colonel irakien est venu nous voir, tétanisé de peur. Parce qu'il a dit, c'est pas normal que vous soyez là, il va se passer des choses. Donc, et les Turcs m'ont dit, bah oui, ça nous intéresse beaucoup. On voudrait, si c'est possible, organiser un combat aérien entre un Mirage 2000 et un F-16. Et dans ce cadre-là, ils m'ont proposé de faire un tour de MiG-29. Et au bout d'un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas dans l'avion, le bonhomme devant, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il commence à me dire des choses en polonais. Donc lors de cette guerre, toi tu étais lieutenant-colonel, mais tu étais, je pense, un des rares officiers de l'armée de l'air à connaître les Irakiens, je ne sais pas si on va dire personnellement. Oui, enfin, je ne connaissais pas vraiment, mais sauf que le calendrier a fait que l'année d'avant, c'est-à-dire en 1989, je suis allé en Irak, à Bagdad, pour un salon aéronautique. C'est un salon essentiellement militaire. 89, c'est un an après la fin de la guerre Iran-Irak et un an avant la guerre du Golfe, juste au milieu. Donc il y avait ce salon aéronautique qui se déroulait dans la ville de Bagdad. C'est-à-dire qu'il y a l'aéroport international de Bagdad qui est à, je crois, une quinzaine de kilomètres à l'extérieur. Et puis il y a un aérodrome qui s'appelle Moutenna, qui est le long du Tigre, en plein centre de Bagdad quasiment. Et c'est là que se déroulait le salon. Donc on a rencontré des Irakiens. On nous avait dit avant d'arriver que les Français étaient très bien vus parce que les Irakiens considéraient qu'ils avaient gagné la guerre contre l'Iran. Les Iraniens sans doute considèrent qu'ils ont gagné contre l'Irak, mais enfin peu importe. Et ils considéraient qu'ils avaient gagné grâce aux avions français, grâce au Mirage F1. Ça s'appelait les F1 EQ-6, c'était la version, qui étaient des avions très capables et qui ont d'ailleurs infligé des dommages sérieux aux Iraniens. Donc les Irakiens étaient très francophiles, et puis de toute façon ils sont francophiles tout court. Donc on nous avait dit qu'on serait très bien reçus. On a eu une impression assez mitigée parce que quand on est arrivé là-bas, on sentait un pays qui était encore un peu en état de guerre, quoi. Donc tout était secret, tout était caché, tout était c'était un peu étrange. Bon, nous, on y était dans le cadre d'un salon aéronautique. Donc l'équipe, c'était 2 Mirage 2000, un monoplace, un biplace, 2 Alpha Jet de l'école de Cazaux et Monsieur Dassault et son équipe. Donc on était là en représentation de l'armée de l'air, mais pour le compte des VRP, quoi. Voilà. Alors, à ce sujet-là, la mise en place à ce salon a été quelque chose d'assez extraordinaire au sens propre, c'est-à-dire une expérience unique. Déjà, on est parti, donc on a fait le trajet d'un seul tenant. On est parti d'Istres. Donc les 2 Mirage 2000, les Alpha Jet ont fait leur mise en place avec ce qu'on appelle des sauts de puce, parce qu'ils ne sont pas ravitaillables, donc ils sont allés de leur côté. Et nous, on est allés, les 2 Mirage 2000, avec ravitailleurs, on a fait le trajet direct. Quelques jours avant de partir, on avait préparé évidemment l'itinéraire, sachant que quand on vole avec le ravitailleur, c'est lui qui s'occupe de la navigation, de tous les contacts, des survols diplomatiques, c'est son boulot. Donc, quelques jours avant la mise en place, on nous dit que on va pas pouvoir faire le vol direct, parce que le vol direct, si on regarde une carte entre la France et l'Irak, ça passe par la Turquie. Et les Turcs ont fait savoir qu'ils interdisaient le ravitaillement en vol dans leur espace aérien. Donc on ne pouvait pas ravitailler en vol, donc on ne pouvait pas passer par là. Et donc on a pris un autre trajet qui est beaucoup plus long, qui faisait 1h30 de plus, et qui en fait visait l'Égypte. Donc on traverse la Méditerranée, on arrive à Alexandrie, on descend le long du Nil, et puis après on tourne, on va en Arabie Saoudite, et en arrivant en Arabie Saoudite, on reprend un cap au nord pour aller en Irak. Donc c'était beaucoup plus long. Alors voilà, bon, c'est pas grave en soi, et donc on part d'Istres, les 2 Mirage 2000, un ravitailleur avec nous, et puis à mi-chemin, un autre ravitailleur a pris le relais pour nous accompagner jusqu'au bout. Pendant qu'on était en vol, le ravitailleur nous dit qu'il venait de recevoir un message nous avertissant que quand on arriverait en Irak, on serait intercepté par des chasseurs irakiens et escorté sur un terrain. Bon, très bien, on ne sait pas trop pourquoi. J'ouvre une parenthèse pour dire que la veille de notre départ, il y avait d'autres avions qui se mettaient en place, et on avait appris qu'il y avait un Alpha Jet égyptien qui se mettait en place pour le salon, qui avait été abattu en vol en arrivant à Bagdad. Alors, c'est un peu surprenant, un avion qui se mettait en place pour un salon qui se fait abattre en vol, c'est quand même... Quand tu dis qu'il se fait abattre en vol, on savait qui avait ouvert le feu ou pas? Les Irakiens l'ont abattu.
Donc il va en visite chez les Irakiens, Voilà. Et c'est la défense antiaérienne irakienne Exactement. qui fait un carton dessus. Voilà. Et le pilote, lui, a survécu, s'est éjecté. Alors le pilote, je crois qu'il a survécu, mais ce qu'on a appris, c'est que pendant il s'est éjecté, parce que son avion a reçu un missile ou du canon, je ne sais pas trop. Un Alpha Jet. Un Alpha Jet. Ça ne doit pas être tous les jours qu'un Alpha Jet se fait abattre comme ça. Bah oui. Bah, c'est peut-être d'ailleurs le seul dans l'histoire d'Alpha Jet. Hein, et le pilote s'est éjecté, et pendant qu'il descendait au bout de son parachute, les Irakiens lui tiraient dessus. Je crois qu'il a survécu, mais j'en suis pas totalement certain. Et donc, quand on a appris ça, on s'est dit, bah dis donc, ça commence bien, mais on a surtout dit, mais pourquoi s'est-il fait abattre? Bon. Je rappelle, ça faisait 1 an que la guerre contre l'Iran était finie, donc ils étaient encore un peu chauds, les Irakiens. Donc on n'a pas su, on n'a pas eu la réponse, et on est parti en disant, bon ben voilà, on espère qu'on ne se fera pas abattre, hein, c'est tout. Et donc, on est dans le vol, on nous dit, vous serez intercepté, escorté par des chasseurs irakiens. Bon, très bien. Donc on fait notre truc, Alexandrie, on descend le Nil, Jeddah, et on remonte au nord. Et quand on prend cap au nord, avec les 2000, eh ben on allume les radars pour dire on va voir les chasseurs qui vont nous intercepter, on va les voir, comme ça, bon, ça va être plus facile. Rien. Donc le Boeing qu'on suivait, le ravitailleur, on le suit, et c'est lui qui est devant et qui fait la percée vers Bagdad. Il ne se passe rien, donc on suit, et on se pose à Bagdad. On arrive à Bagdad, et là, visiblement, je me rappelle, il était à peu près 15 heures, on sent un grand branle-bas de combat, on se dit, il y a un truc. Et donc, on se gare sur le parking, et là, les gens nous disent, il y avait l'échelon précurseur de chez Dassault, qui était là en place pour faire la remise en œuvre des avions, accueillir aussi après Serge Dassault, etc. Donc, eux étaient déjà là depuis peut-être 2 ou 3 jours. Et donc, le type de chez Dassault, qui nous accueille, nous dit, mais on vous attendait pas du tout à cette heure-ci, vous deviez pas être là. On dit, on avait le plan de vol, etc. Et en fait, un colonel irakien est venu nous voir, tétanisé de peur. Parce qu'il a dit, c'est pas normal que vous soyez là, il va se passer des choses. Donc je pense qu'il avait peur pour lui. Hein. Alors le débriefing, c'est qu'en fait, compte tenu de l'événement de la veille, l'Égyptien, pourquoi s'est-il fait abattre? Parce que c'est là qu'on l'a appris. Il s'est fait abattre parce que quand il est arrivé, il a survolé la partie est de Bagdad, c'est-à-dire il y a le Tigre qui coupe Bagdad en deux, et il était interdit, mais on ne le savait pas parce qu'on n'avait aucune notification de ça, il était interdit d'aller à l'est. Mais l'Égyptien ne le savait pas non plus. Donc lui, il est arrivé naturellement pour descendre, et puis quand les gens de la DCA irakienne l'ont vu, eh ben, ils l'ont tiré dessus, tout simplement. Donc fort de ça, les Irakiens ont dit, on ne faut pas risquer ça avec les avions français. Donc, on va les intercepter, on va les poser sur une autre base, et là, on va leur donner le briefing d'arrivée à Bagdad. On dit, oui, mais nous, on ne les a pas vus. Et en effet, on ne les a pas vus parce qu'eux, ils ont regardé une carte, et ils ont dit, pour venir d'Istre à Bagdad, on passe par la Turquie, donc ils sont allés nous attendre à la frontière nord de l'Irak, pour nous poser sur une base qui s'appelle Kayara. Et bien nous, on est arrivés par le sud. S'ils ne savaient pas que, bon voilà, ils n'avaient pas vu notre plan de vol, en fait, ils avaient imaginé qu'on prendrait la ligne droite, ce qui d'ailleurs était l'option initiale. Et donc, on a eu beaucoup de chance, parce qu'il se trouve, je dirais, par le plus grand des hasards, on a percé sur Bagdad par l'ouest du Tigre. Mais si le Boeing avait décidé de passer à l'est, eh ben, rien ne dit qu'on n'aurait pas été abattu, parce qu'on s'est fait expliquer après comment se fait-il que la DCA tire sur un avion. En fait, eux, ils avaient un système très simple qui n'est pas brouillable. C'est-à-dire qu'on met sur les toits des immeubles des canons, et on dit au servant du canon, à qui on n'a pas demandé de faire Polytechnique, on lui dit, tu vois, tout ce qui est au-dessus de toi, tu tires. C'est simple. Donc c'est très simple, c'est pas brouillable, c'est facile. Et c'est ce qu'il a fait. Donc si on était arrivé, on aurait probablement eu le même sort. Donc, alors après, bon, il y a eu d'autres épisodes pendant ce salon qui ont été... Alors si j'ai cru comprendre qu'il y avait des représentants américains du F-16. Alors ça, c'était... Oui, ça c'était... alors en fait, ce voyage, on avait 2 salons. Le premier, c'était Bagdad. Et ensuite, on allait à Ankara, en Turquie. Vous êtes remonté du coup. On est remonté à Ankara. Sans ravitailler chez eux. Sans ravitailler, mais là, on l'a fait d'une traite parce que c'est pas très loin. Donc ça, on l'a fait, on s'est posé à Ankara. Et là, il y avait salon international. Je me rappelle à l'époque, bouffée d'air. Parce que l'Irak, c'est très bien. Bagdad, c'était très bien. Mais il y avait une ambiance très, très bizarre. Tandis que là, on est arrivé à Ankara, tout allait bien, etc. Donc là, c'était un show aérien, je dirais du style du Bourget, évidemment beaucoup plus petit. Et alors là, ce qu'on a découvert, ce qui était intéressant, donc pourquoi est-ce qu'on avait pris un biplace? C'était pour faire voler des personnalités locales. Donc à Bagdad, j'ai fait voler un colonel irakien. Bon, il y a des petites anecdotes, mais je ne vais pas raconter tout, ça serait trop long. Et de la même manière, à Ankara, on avait proposé aux Turcs
de venir voir le Mirage 2000 vu de l'intérieur. Et les Turcs m'ont dit, bah oui, ça nous intéresse beaucoup. On voudrait, si c'est possible, organiser un combat aérien entre un Mirage 2000 et un F-16. Toi, tu avais déjà eu des Grecs en formation à ce moment-là sur 2000 ? Alors oui, parce qu'on avait vendu des Mirage 2000 à l'armée de l'air grecque, et donc on avait formé les Grecs en Grèce. Voilà. Donc les Grecs étaient opérationnels sur Mirage 2000. Et les Turcs venaient de recevoir leur dernier F-16, sur lesquels ils avaient déjà une bonne expérience, on va dire. Mais c'est évident que pour les Turcs, avoir l'opportunité de se frotter contre un Mirage 2000 alors qu'il y a les Grecs qui en ont à côté, c'était assez tentant. Donc évidemment, on a tout de suite compris le truc. Et donc, moi j'ai proposé, je leur ai dit, bah, écoutez, s'il y a des Turcs qui veulent voler, des pilotes turcs, moi je les emmène en place arrière. Et donc on s'est mis d'accord comme ça. Et donc, le jour J, le lendemain de l'arrivée, on m'a dit, écoutez, si ça vous va, on vous met en place arrière le commandant d'escadron F-16, turc. Alors en fait, c'était le pilote le plus expérimenté sur F-16 dans l'armée de l'air turque. Et donc, bah voilà, le type arrive. Et la base de F-16 était en fait tout près d'Ankara, c'était à 20 km à peu près, une base qui s'appelle Murted, pour ne pas la nommer. Et donc le type arrive et je lui dis, bon, bah, qu'est-ce que vous proposez comme scénario ? Il me dit, ah, mais on a tout préparé. Et il avait tout préparé à l'américaine, donc avec un papier, avec des scénarios. Et en fait, il m'a dit, on va faire du combat Mirage 2000 contre F-16. Je dis, bon, bah, très bien. Et il a dit, j'ai préparé 3 scénarios. Donc ces 3 scénarios, je dirais, élémentaires. Hein, c'est des choses qu'on fait régulièrement quand on s'entraîne entre nous. C'est-à-dire, en gros, on met les 2 avions en parallèle, à 1500 mètres d'écart, pareil, à la même vitesse, et on dit, top, c'est parti. Et puis là, on fait, bop, on s'enroule. Deuxième scénario, on en met un devant l'autre, et troisième scénario, l'inverse. Voilà. Et puis on voit ce que ça donne. Alors on est parti comme ça, et il y avait le représentant de General Dynamics, qui était l'américain fabricant du F-16, qui était là et qui était un peu nerveux. Il était venu nous voir en disant, vous allez faire ça ? Bah oui, nous on est là pour les Turcs, voilà. Il était un peu nerveux, le monsieur. General Dynamics avait gagné le contrat du siècle face au Mirage F1. Voilà. Et là, c'était le nouveau bébé Dassault. Exactement. Et puis ça les dérangeait, et puis ils savaient très bien que c'était important pour les Turcs, parce que comme les 2000 étaient de l'autre côté en Grèce, on leur avait vendu du rêve un petit peu. C'était un sujet un peu chaud. Alors voilà, donc nous voilà partis. Petite anecdote, c'est juste des bons souvenirs, c'est qu'on décolle d'Ankara International, et il me dit, donc le pilote turc qui était derrière moi me dit, on va contacter Murted, la base de Murted, sur leur fréquence, pour dire au pilote de F-16 qui est en train d'attendre qu'on arrive, qu'il peut s'aligner et décoller. Donc très bien, donc on fait ça. Et puis en plus, il faisait très très beau, on voyait le terrain de loin, donc je m'approche du terrain, et je vois en effet un F-16 au sol qui va s'aligner. Et donc on le contacte et on lui dit, bah, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez décoller. Et pendant qu'il décolle, je suis venu en patrouille serrée sur lui pendant son décollage, mais il ne m'a pas vu. Alors donc on décolle comme ça, on monte tous les deux, et puis il me dit à la radio, est-ce que vous me voyez ? Ben, je lui dis, regardez à gauche. Et là, il tourne la tête, et là, il saute comme ça. Il ne s'attendait absolument pas à ça, donc on a bien rigolé. Et puis on est parti dans la zone d'exercice, et là on a fait les 3 scénarios. Et là, eh bien... ça a été, donc c'était combat, ce qu'on appelle dogfight, combat BFM, c'est combat tournoyant. Canon, Fox 2. Voilà. Et donc là, ça a été très vite. Et alors, j'en tire aucun mérite particulier, mais dans les 3 scénarios, le F-16 s'est fait battre vite. Et je n'ai pas du tout la prétention d'être un pilote extraordinaire, pas du tout. Mais en fait, je peux l'expliquer, hein, c'est que lui n'avait évidemment jamais fait de combat aérien contre un Mirage 2000, mais moi j'avais fait beaucoup de combats contre des F-16, avec des F-16 belges, des F-16 américains, d'entraînement quand j'étais à Dijon, avec des Hollandais, on avait souvent l'occasion. Et donc chaque avion a ses particularités, donc on sait que tel avion, il y a des choses qu'il ne faut pas faire contre tel avion, mais qu'on peut le faire contre un autre avion, et inversement. Donc autrement dit, je savais où étaient les faiblesses du F-16, et je savais où étaient les faiblesses du 2000. Donc je ne me suis pas mis dans mon domaine de faiblesse et j'étais... Bon, voilà. Mais lui, il ne savait pas. Donc ça s'est terminé 3-0 pour le 2000. Bon, c'est anecdotique. Là où ça a fait un peu de grabuge, si on peut dire, c'est qu'on s'est posé, et quand on s'est posé, il y avait la presse qui était là. Parce que, je ne sais pas, ça avait dû être un petit peu médiatisé. Et donc, on descend de l'avion, et là, il y a une nuée de micros qui arrivent autour de nous. Et puis là, il dit « alors ?»
Et là, c'est le pilote de F-16 qui était en place arrière derrière moi qui dit 3-0 pour le Mirage. Et là, bing, il y avait le type de General Dynamics qui était là, qui a trouvé ça moyennement drôle, quoi. Voilà. Donc, et le lendemain, il y avait la gazette du salon aéronautique. Le lendemain, gros titre, Mirage 2000 contre F-16, 3-0 pour le Mirage. Voilà. Donc c'était une petite anecdote, c'était assez Dassault, amusant. vous envoyez des cartons de champagne à l'escadron après? Non, mais il était là, mais Serge Dassault était là. Donc il m'a dit, très bien. Alors en revanche, le pilote de F-16 que j'ai emmené a été très fair-play. Il m'a dit, bravo. Mais je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que j'avais de l'expérience contre F-16, lui n'avait aucune. Bon. Et le type a été très sympa. Donc le lendemain, on a refait un vol, et là où j'ai emmené le pilote que j'avais rencontré la veille en l'air, quoi. Qui a été très sympa, très fair-play. Bon, entre pilotes, on est en général comme ça. Et il m'a dit, pour vous remercier, je vous offre mon foulard de F-16. Donc il a enlevé son foulard et je l'ai toujours. J'ai volé après très longtemps avec son foulard parce que c'est un bon souvenir. Et en termes de configuration, on t'avait envoyé faire ce combat, t'avais un bidon central, enfin J'avais un bidon central et j'avais peut-être des maquettes de Magic en bout d'aile. T'avais une bonne configuration. J'avais une configuration. Oui, j'avais de toute idéale. façon le bidon parce que c'est l'avion qu'on a utilisé pour faire les convoyages. Hein, donc il y avait besoin du bidon. Non, mais t'avais une configuration agile. Oui. Non, c'est des vols mémorables, c'est des bonnes expériences, quoi. Excellent. Et du coup, se battre contre d'autres avions, donc on appelle maintenant la DACT. Tu as eu l'occasion de faire du F-16, tu as pu croiser le fer, si on peut dire, avec quoi d'autre comme avion? Alors, il y a deux choses. J'ai fait des vols contre et des vols dans. Alors, j'ai pas volé dans un F-16, en revanche, j'ai volé dans du F-15. J'ai fait un tour de F-15, j'ai fait du F-18 aussi, avec les Canadiens, et puis j'ai fait du MiG-29, j'en reparlerai après. Donc en revanche, j'ai fait des échanges escadrons, j'en ai fait en particulier un qui a été notable à l'époque où j'étais à Dijon, donc le 2000 était tout neuf, encore une fois, et on a fait un échange escadron contre un escadron de F-15 de l'US Air Force qui était basé en Allemagne, à Bitburg, et en plus cet escadron s'appelait le Big 22, 2-2, et nous, notre escadron, c'était 2-2, donc en plus il y avait l'homonymie, quoi. Et ça a été une expérience extraordinaire, parce que d'abord, on s'attaquait au fleuron de l'US Air Force. Hein. Le F-15, c'est une grosse bête. C'est pas directement comparable à un Mirage 2000, c'est un avion beaucoup plus gros, donc qui va plus loin, qui a plus d'autonomie, qui emporte plus de missiles, mais c'est aussi un avion de chasse. Donc c'est quand même utile, parce que si on a des adversaires en F-15, il faut quand même savoir comment on s'y prend avec un F-15. Au point de vue comparatif, on dirait le 2000, c'est plutôt de la classe F-16, au point de vue taille. Petit chasseur. Voilà, petit chasseur, etc. Petit chasseur, le F-15, c'est la grosse bête qui tire très loin. Sukhoi 27. Voilà. Donc là aussi, on a fait une semaine d'échange à Dijon, et après une semaine à Bitburg en Allemagne. Donc on a fait des vols mémorables, des vols extraordinaires, où on a progressé, nous, sur le plan de la tactique, parce qu'on a bien vu l'enchaînement de leur utilisation d'armement, qu'on avait à peu près le même, hein, mais on a amélioré ça, et puis on a été aussi chatouiller le F-15 dans les domaines où il n'est pas bien. Alors je prends un seul domaine, très haute altitude. Parce que le F-15 est un avion plus gros, donc ses missiles électromagnétiques ont plus de portée que les nôtres, enfin à l'époque en tout cas, et donc il tire les premiers. Donc dans ces combats aériens, c'est pas un pilote qu'il faut que je le dise, c'est le premier qui tire qui a l'avantage. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il tire le premier et qu'il a forcément que son tir est successful, hein, mais celui qui est tiré ne peut pas ne rien faire. Donc il est obligé de bouger. Et donc là, il perd l'avantage. Voilà. Et donc, on avait compris ça, et on a compris en particulier que pour les Américains, les F-15 n'aimaient pas la très haute altitude. Très haute, hein, je parle de 40 000 pieds et au-dessus. Alors que nous, le 2000, aucun problème. Donc, après avoir eu un petit peu des revers sur les tirs très longue portée, eh ben, on est monté beaucoup plus haut, et ce qui fait qu'on a regagné l'avantage de la portée, et là, ils ne pouvaient pas venir nous chercher parce que leur moteur n'aimait pas du tout la très haute altitude. Moi, j'ai volé, donc, à cette occasion-là, j'ai fait un tour de F-15 avec, en plus, le présentateur en vol du F-15. Donc, j'ai fait un vol mémorable. Hein. On a décollé de Dijon. Il m'a dit, il faut que tu vois avec le contrôle que l'espace aérien est dégagé au-dessus. Donc, on est monté à la verticale jusqu'à 35 000 pieds. Comme ça, la verticale du terrain, c'est impressionnant. Voilà. Donc, en revanche, j'ai constaté avec lui, en combat contre mes camarades de 2000, que leur moteur n'aime pas du tout la très haute altitude. Donc voilà, bon, c'était intéressant à savoir, quoi. En termes d'expérience, F-15, F-18 versus un 2000,
Son atmosphère, c'est plus des barques, les commandes de vol, elles sont moins agréables sur avion américain. Ça a été quoi ton ressenti? Alors, sur le F-18, mon sentiment, j'ai fait un vol en F-18, mais le système d'armes du F-18, remarquable. Remarquable. Pour moi, le F-18, c'est un avion fait par un pilote. Alors, on dit toujours, il y a les avions pilotes et les avions ingénieurs. Le Mirage 2000, il s'est amélioré, mais c'est un avion d'ingénieur au départ. Hein, c'est-à-dire qu'on voit que le système est conçu par un ingénieur. Alors que le F-18, on a dit, c'est un pilote qui a dessiné cet avion à l'intérieur. C'est des Boeing, hein. Oui, tout à fait. Et le F-15, c'est la même chose. Hein. Donc, alors en revanche, en qualité de vol, c'est-à-dire le vecteur, la plateforme, le Mirage 2000, pour moi, est supérieur. Alors, sauf peut-être la puissance du moteur qui est un peu limite, mais les commandes de vol du Mirage 2000 sont très supérieures à n'importe lesquelles que j'ai vues. Alors maintenant, avec le Rafale, ça doit être encore mieux, c'est des commandes numériques. Mais les commandes de vol du Mirage 2000, on a, je crois qu'on n'a perdu aucun Mirage 2000 à cause des commandes de vol. Je crois, j'en suis pas totalement sûr. Et quand je dis commande de vol, c'est perte de connaissance du pilote. Alors que les F-16, il y a eu pas mal d'accidents de F-16 dus à la perte de connaissance du pilote. Ça s'appelle le G-LOC, Loss of Consciousness. Parce que les commandes de vol du F-16, sont des commandes électriques, peuvent dans certains cas être tellement brutales que le pilote perd connaissance. Alors que le 2000, la même manœuvre aux commandes de vol, on n'ira pas tout à fait au point de rupture. Ouais, moi, je pense honnêtement que Dassault a une maîtrise des commandes de vol absolument exceptionnelle. Ce que je disais tout à l'heure au début de cette conversation, on est dans la génération où le pilote rend l'âme avant l'avion. Ouais, complètement. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Et ce côté un peu plug and play, enfin de gestion avec l'avion, moi, la vision que j'en avais, c'est que F-18, F-15, c'est plus facile en termes de gestion d'emport, c'est du plug and play, quoi. Ah oui, totalement. Et puis même l'ergonomie du... Je me souviens, à mon tour de F-18, on était à Orange, et les Canadiens étaient venus, on avait fait un petit échange. Et bon, il y avait plusieurs écrans déjà. Et on peut balancer les infos d'un écran à l'autre. Au début, par exemple, quand on navigue, on le met sur l'écran du milieu. Puis après, quand on fait du combat, on le met sur l'écran du côté, parce que la navigation, c'est plus le sujet du moment. Et c'était extrêmement versatile, extrêmement facile de changer. Ça, c'est l'ergonomie, c'est pour ça que je dis c'est un avion dessiné par un pilote. Ouais. En revanche, les qualités de vol du F-18 ne m'ont pas bluffé du tout. Pas du tout. Hein. Le F-16 est meilleur, je pense d'ailleurs là-dessus. Mais le F-18, c'est un bon avion, un excellent avion, hein, je ne le critique pas du tout. Mais je pense que son système est meilleur que ses qualités de vol proprement dit. D'ailleurs, c'est un avion qui est un peu pâteau, mais une très bonne machine pour autant, hein, attention. Hein. Excellent. Et du coup, tu as pu tester des avions non occidentaux? Alors, oui. Alors, des années plus tard, j'étais en état-major à l'époque et je suis allé avec le chef d'état-major en Pologne. À l'époque, c'était après la chute du mur de Berlin, etc. Et l'armée de l'air polonaise avait un grand désir de s'ouvrir aux méthodes occidentales. Et puis les Occidentaux avaient aussi très très envie de s'occuper de ça, etc. Donc l'armée de l'air française a entrepris un certain nombre de démarches pour se rapprocher de l'armée de l'air polonaise. Donc on a été reçus entre grands chefs. Hein. Et moi, je faisais partie du voyage parce que j'avais certaines choses à leur proposer, etc. Et dans ce cadre-là, ils m'ont proposé de faire un tour de MiG-29. Alors on ne dit pas non, hein. Et donc, je suis allé voler sur MiG-29, qui pour moi c'était l'ancien avion que j'imaginais un jour trouver en face de moi. L'ennemi à abattre. Voilà, l'ennemi à abattre. Mais c'est un avion qui, vu de l'extérieur, était assez attirant pour nous, parce que c'est un avion puissant, c'est un avion qui manœuvre très très bien, etc. Donc c'était intéressant de le découvrir à l'intérieur. Et donc, c'est amusant parce que mon pilote polonais, lui, il était directement issu de la guerre froide, donc il était polonais, évidemment, et il parlait polonais et russe. C'est tout. Pas un mot d'anglais, c'était interdit. Chez les militaires du bloc de l'Est, c'était interdit d'apprendre l'anglais. Hein. Donc il parlait pas du tout anglais. Et donc, moi, mes connaissances en polonais et en russe étant assez limitées, on n'avait pas de langue en commun. Donc, il se trouve qu'à l'époque, dans l'armée de l'air, on avait un pilote de Mirage 2000 qui était binational, il était franco-polonais, avec un nom très polonais, type très sympa. Et donc, il était venu avec nous, puis il faisait l'interprète. Donc, quand on a fait le briefing du vol avec mon pilote polonais, l'interprète faisait son boulot. Donc, on s'était mis d'accord sur des choses très simples. Hein. En gros, on bougeait le manche dans un sens, ça veut dire c'est moi qui ai les commandes, dans l'autre sens, c'est toi qui as les commandes, et puis etc. Donc, on s'était mis d'accord avec des petits mots codes habituels dans le métier.
Et puis, nous voilà partis. Donc, on décolle. Alors, impressionnant quand même, hein, parce que ça pousse très fort, le MiG-29. Hein. Même comparé au 2000 Ah oui, ça pousse très fort. Alors, bien sûr, le 2000, je suis tellement habitué, et puis j'étais aux commandes, c'est pas la même chose quand on est en place arrière dans un avion qu'on connaît pas. Peut-être qu'on a une sensation différente. Mais enfin, j'étais quand même assez bluffé. Bon, ça pousse très fort. Et donc, on s'en va dans la zone de travail qui nous avait été allouée pour le vol. Et là, le pilote me dit, à toi les commandes, vas-y. Alors bon, moi je prends l'avion, et puis je sais que c'est un avion qui bouge bien, donc je le bouge bien. Série de voltige. Oui, je fais de la voltige, puis je mets le nez en l'air, etc. Et au bout d'un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas dans l'avion, le bonhomme devant, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, il commence à me dire des choses en polonais. Bon, et puis je sens au ton de sa voix qu'il y a un truc qui ne va pas, et au bout d'un moment, il me fait le signe « j'ai les commandes ». Bon, moi je ne touche plus aux commandes, et là, les ailes à plat, et on rentre à la base direct. Il me dit bon, alors là j'arrive à trouver la jauge de carburant, effectivement, on avait déjà bien consommé. Ça c'est une caractéristique de cet avion, c'est qu'il consomme énormément. Voilà. Non, tout le monde le sait maintenant, mais ça consomme beaucoup, beaucoup plus qu'un Mirage 2000 ou qu'un avion comme ça. Alors c'est pas trop ça qui lui a fait peur, hein, apparemment. Donc on est rentré, on s'est posé directement, pouf, terminé. Et le type, quand on est sorti de l'avion, il était livide. Il était blanc comme un linge. Alors je me suis dit, j'ai dû rater quelque chose, peut-être qu'il y a eu une panne que j'ai pas vue, je sais pas, enfin bon. Et alors, petite parenthèse, les avions russes sont gradués, pas comme les nôtres. C'est-à-dire que nous, on est en pieds, en nœuds, et eux sont en mètres d'altitude et en kilomètres/heure pour la vitesse. Donc les graduations, c'est pas du tout les mêmes. Quand on voit 350, 350 nœuds, c'est pas mal, 350 km/h, c'est rien. C'est la moitié, quoi, en gros. Donc, bon, je le savais. Du coup, les instruments, je m'en foutais un peu, parce que le temps que je traduise, je me disais, attends, 350, c'est ça, donc je sens l'avion, je le sentais. Et donc là, débriefing avec le pilote, notre pilote interprète, et là, il me dit, il vient de me raconter quelque chose à toute vitesse, vous lui avez fait peur. Et je lui dis, mais comment ça, je lui ai fait peur? Je comprends pas. Il m'a dit, si, parce que vous avez fait des choses qu'il n'a jamais faites avec son avion. Alors, aller le mettre à la verticale, etc. Il n'avait jamais fait ça avec son avion. Et puis, et le type, pour montrer qu'il était encore un peu fébrile, il dit, il me fait dire par l'interprète, mais est-ce que vous savez à quelle vitesse vous avez volé? Je lui dis oui, on a volé entre 250 km/h et 700, je ne sais pas quoi. Et le gars me dit oui, mais moi j'ai jamais fait ça. Voilà. Alors, au-delà de l'anecdote, ça voulait dire quoi? Que ces gens-là avaient été formés à la soviétique pour faire une mission extrêmement canalisée et qu'ils ne savaient pas exploiter leur avion. Ils ne savaient pas exploiter leur avion, ils ne savaient pas qu'il y avait un domaine de vol beaucoup plus large, qu'ils auraient pu s'embarquer dans des figures, etc. Bon, alors que ça posait aucun problème. Donc c'était une expérience. Ils utilisaient un tout petit coin de domaine. Exactement. Pour donner un exemple aussi là-dessus, c'est que au moment où on est parti à l'avion, alors dans l'avion, on peut sélectionner des waypoints, enfin des buts de navigation. Et ben, en fait, dans un 2000 ou dans n'importe quel avion, on peut rentrer soi-même, on a un clavier, on peut tout faire, etc. Lui, non. C'est un mécanicien qui met dans la soute un petit boîtier avec les choses pré-renseignées par eux. Et lui, dans l'avion, il ne peut qu'appeler les choses qui sont dans la soute. Donc effectivement, cet état d'esprit soviétique qui a un rapport à l'aviation différent. Tu as travaillé pas mal en Allemagne, du coup. Enfin, tu as pu voler avec des Allemands. Allemands de l'Est, Allemands de l'Ouest, tu as travaillé avec lesquels? Alors, j'ai jamais travaillé avec les Allemands de l'Est, non. En revanche, à l'époque où j'étais à Nancy, comme je l'ai dit tout à l'heure, on volait beaucoup en Allemagne. Et j'ai eu l'occasion de faire un échange escadron avec un escadron de F-104, donc qui était basé sur la base de Lechfeld, en Bavière, ou en Baden-Württemberg, enfin non, pas très loin de Munich. Et là, on a fait un échange escadron qui m'a laissé une impression totalement unique. Bon, d'abord, le F-104, c'est un avion qui était quand même d'une génération, je dirais, légèrement plus ancienne que le Mirage 3, un petit peu plus ancienne, pas beaucoup. Mais c'est un avion extrêmement particulier. C'est un avion qui n'a pas d'aile, qui a été fait par les Américains dans un but très simple. C'est un intercepteur pur qui était destiné à intercepter des bombardiers soviétiques. C'est tout. Donc c'est un avion qui... C'est une fusée. En fait, c'est une fusée. Voilà, c'est une fusée. C'est-à-dire c'est un cigare, un tube, avec un moteur qui pousse très fort, et puis des petits mognons d'ailes sur les bords. Et anecdotiquement, c'est curieux. C'est des ailes très courtes,
Et le bord d'attaque de l'aile, ça coupe comme un rasoir. Comme un rasoir. C'est extraordinaire. C'est le seul avion que je connaisse comme ça. Alors, les Allemands... Alors, le F-104 a été vendu un peu dans plein de pays, hein. Les Italiens, les Turcs, les Allemands, les Hollandais. Enfin, c'est un avion qui a été extrêmement répandu. Malheureusement, c'est un avion qui est connu comme Widowmaker parce qu'il y a eu beaucoup de veuves à cause de cet avion, parce qu'il y a eu énormément d'accidents. Énormément d'accidents. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des accidents? En grande partie parce que cet avion, qui était à la base un pur intercepteur, donc il n'avait pas de charge, en fait, il avait simplement des bidons en bout d'aile, puis c'est tout. Et puis les missiles, eh ben, a été transformé en chasseur-bombardier. Et donc en chasseur-bombardier, sur un avion qui n'a pas d'aile, c'est difficile, parce qu'il a une charge à l'air qui est faible, alors qu'il faut une charge à l'air importante pour un chasseur-bombardier, et c'est un avion qui, sur le plan aérodynamique, n'était pas du tout fait pour ça. Alors, et les Allemands en particulier l'ont utilisé comme chasseur-bombardier avec 4 bidons, et donc c'est un avion qui volait très mal. Parce qu'il n'est pas sustenté, voilà, il n'y a pas d'aile. Donc un avion qui n'a pas d'aile, ça ne vole pas bien. Alors, une fusée, ça vole très bien sans aile, mais un avion sans aile, ça vole mal. Ce que je dis, c'est bêta, mais enfin, c'est la réalité. Alors, dans cet échange escadron, on avait fait des patrouilles mixtes où on mettait 2 F-104 et 2 Mirage 3E, et on était chez eux. Donc, c'était eux qui étaient devant, et ils étaient chasseurs-bombardiers, donc ils faisaient la même chose que nous. Et on a été circuler dans les Alpes, là, dans les vallées des Alpes. Alors, ils s'enfilent dans les vallées, ça leur fait pas peur. Sauf que c'est très difficile à suivre quand on est en patrouille de 4, par exemple, parce que, d'abord, quand ils inclinent leur avion, bah, il continue d'aller tout droit, parce qu'il n'y a pas d'aile, donc c'est surprenant. Parce qu'un avion avec une aile delta, quand on le met comme ça, bah, il vire. Le F-104, quand on le met comme ça, il continue à aller tout droit, et au bout d'un moment, avec le peu d'efficacité des ailes, il commence à virage. Voilà. Donc c'est un peu surprenant. Ensuite, autre chose, c'est que j'ai trouvé qu'ils avaient une gestion de la vitesse qui était pas très bonne, pour être gentil. Et c'est-à-dire que quand ils nous avaient expliqué, par exemple, qu'en dessous d'une certaine vitesse, qui était de 450 nœuds, qui est une vitesse rapide, ils sont obligés de sortir les volets. Alors, je rappelle, des toutes petites ailes. Donc, pour la sustentation, il y a des petits volets sur les bords de fuite. Et donc, dès qu'à moins de 450 nœuds, il faut sortir les volets. Bon, donc ça fait un peu peur, ça. Et donc, parfois, on se retrouvait à 4, comme ça, on se retrouvait à 350, 300 nœuds. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, on leur disait vitesse, et là, le type, il dit, ah oui! Et là, la manette en avant, et là, comme c'est une fusée, quand il avance la manette, l'avion... Alors que nous, quand on rame la manette, le temps que le réacteur machin, bah, voilà. Donc, c'était une expérience très curieuse, et je me suis dit que c'était un avion... qui, je pense que c'est pas une bonne idée de l'avoir détourné de sa fonction originale. Et d'ailleurs, quand on arrivait à l'entrée de l'escadron, je me souviens, c'était un truc morbide. Il y avait sur le mur de l'entrée de l'escadron la photo de tous les pilotes qui s'étaient tués. Et ben, le mur était plein de photos. Hein. Enfin, je sais pas combien il y en avait, une trentaine peut-être. Ah, c'est horrible. C'est sidérant. Sidérant. Et du coup, tu as eu l'occasion de croiser d'autres avions soviétiques? Alors oui, alors ça c'est une expérience, mais on va dire, toujours à la même époque, j'étais à Dijon, et là on est en 89, donc l'URSS n'est pas encore morte, mais et le mur de Berlin n'est pas encore tombé. C'était quelques mois avant, c'était au Salon du Bourget. C'était donc juin 89, et le mur de Berlin est tombé en octobre. Et à l'époque, par le jeu des organisations, les Russes avaient proposé d'amener au Bourget un Sukhoi 27. Alors ça, à l'époque, c'était un scoop dans le milieu aéronautique occidental. Pour la première fois, on voyait un avion de chasse soviétique, et puis pas n'importe lequel. Non, je dis une bêtise parce qu'on avait déjà vu des MiG-29. En revanche, le Sukhoi 27, on l'avait jamais vu. C'était le monstre. Il arrive là. Et, truc amusant, Jean-Loup Chrétien, qui était le premier cosmonaute, comme on dit en Russie, français, était très copain avec les Russes, puisqu'il avait fait toutes ses armes dans l'espace avec eux. Et donc, quand l'avion est arrivé au Bourget, les Russes lui ont dit « Viens, et puis va prendre le Sukhoi 27, va faire un tour avec. » C'est comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui nous l'a dit. Hein. Et ils avaient tellement confiance en lui, puis qu'il était pilote d'essai, etc., qu'ils étaient prêts à lui filer l'avion, même sans briefing, sans rien. Hein. Enfin, sans briefing, je m'entends, sans transformation. Quoi. Alors il a dit non, je vais quand même prendre le pilote de Sukhoi avec moi. Et là, ils ont dit, vas-y. Et du coup, il nous a téléphoné à Dijon en disant, est-ce que ça vous dirait de venir avec vos Mirage 2000 ?
Et puis qu'on se rencontre, et puis qu'on fasse du combat, etc. Alors nous, bien sûr. Donc on a pris 2 avions, 2 biplaces, on a pris pour avoir... on a mis des gens en place arrière avec des appareils photo. Et on est parti à leur rencontre. Et on s'est retrouvés dans une zone aérienne à peu près du côté de Reims, là. Et avec nos 2 avions, on a intercepté le Sukhoi 27. Et puis là, on a fait beaucoup de photos, on a fait de la patrouille serrée. C'est un avion qui est 2 fois plus gros que le Mirage 2000. C'est un très bel avion, c'est très impressionnant. Et puis il y avait Jean-Loup Chrétien en place avant et le pilote Sukhoi derrière. Et puis voilà, donc on a fait des trucs. Alors on avait prévu de faire du combat aérien, mais il nous a dit non, on ne fera pas de combat aérien. Je pense que les Russes n'ont pas voulu. Et puis en revanche, on a fait des tas d'évolutions dans tous les sens, etc. Et on a vu la puissance de cet avion. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ce qui était très sympa, c'est qu'on avait prévu après, nous, on se posait à Creil, avec nos 2 2000, et après, eux se posaient au Bourget, évidemment. Directement à la DRM, comme ça, c'est parfait. Oui, et après, on se retrouvait pour dîner au Bois de Boulogne, dans un resto du Bois de Boulogne, ensemble, au Pré-Catlan, pour ne pas le nommer. Et voilà, on a passé une soirée merveilleuse, parce que c'était très sympa. Le pilote Sukhoi était charmant. Bon, il y avait un autre type à table avec nous qui était le commissaire politique qui surveillait que... Bon, ça c'est anecdotique. Et du coup, Jean-Loup Chrétien nous a parlé très franchement de tout ce qu'il y avait des capacités de l'avion. Et là, on a appris des choses fantastiques. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur... à l'époque, il y avait la fameuse manœuvre du Cobra. Donc, on voit l'avion qui arrive et puis d'un seul coup, il fait ça, il s'arrête quasiment en l'air, puis boum, il repart. Et donc... tout le monde au Bourget avait filmé ça, tous les gens des essais en vol ont essayé d'interpréter ça, de comprendre le phénomène et puis se demander si ça avait peut-être une utilité en combat aérien, etc. Donc nous, le jour même, on en a parlé avec le pilote. Donc le pilote du Sukhoi, c'est lui qui faisait ça et qui nous a quand même expliqué que c'était plus une manœuvre impressionnante. Il nous avait expliqué qu'il pouvait la faire que dans une plage de vitesse extrêmement restreinte. Alors je me souviens pas de la vitesse, mais je crois que c'était de l'ordre de 210, 220 nœuds, mais il avait une marge de 10 nœuds. C'est-à-dire c'est vraiment une fourchette extrêmement exiguë. Bon, déjà, le fait qu'il est sur une fourchette exiguë, je dirais, ça enlève beaucoup d'intérêt à la manœuvre. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser, et quand on est en combat aérien, on ne va pas aller essayer de se mettre dans la fenêtre de 10 nœuds pour faire une manœuvre. Bon. Et puis en plein milieu des marges de vitesse, ça fait aucun sens en combat. En plus, oui. T'es pas lent, t'es pas rapide. Exactement. Donc, il nous a dit, on fait ça, et puis il dit, en fait, les commandes de vol, il avait pour autant que je me souvienne, les commandes de vol électrique uniquement sur l'axe de tangage, sur cet axe-là. Il avait dit, en fait, quand on se met à 200 nœuds, à 210 nœuds, on débranche les commandes de vol électrique, on tire un coup sec, donc l'avion il répond, puis comme il n'y a plus de calculateur qui gère ce truc-là, l'avion il se met comme ça, et puis là il va perdre le contrôle, quoi. Parce que l'avion il va pas rester comme ça, et là il remet les commandes de vol électrique, et toc, le calculateur lui remet l'avion à plat. Voilà, donc c'est très spectaculaire vu de l'extérieur, mais ça n'a pas d'utilité militaire, on va dire. Bon, mais ceci dit, c'est spectaculaire, hein. Voilà, donc ça a été bien. Alors après, on a appris des tas de choses par Jean-Loup Chrétien sur la consommation de pétrole, Par rapport au MiG-29 qui t'a impressionné par ses pattes courtes, oui. Là, par contre le Sukhoi 27... le Sukhoi 27, le pilote nous a dit que quand ils avaient fait, dans les vols de qualification de l'avion, ils avaient fait un vol sans ravitaillement en vol de 9 heures. Alors, on pourrait me dire, oui, il t'a raconté des histoires. Ouais. Alors, déjà, je peux dire, c'est ce qu'ils ont fait avec leur pétrole pendant le vol où Jean-Loup Chrétien était là. Donc, c'est Jean-Loup Chrétien qui me l'a dit, c'est pas le pilote derrière. Donc, j'ai toute confiance dans les dires de Jean-Loup Chrétien. Il nous a dit, voilà, on est parti du Bourget, on avait moins de la moitié du plein. Et l'avion était lisse, hein, il n'y avait aucun bidon. Donc, l'avion était complètement lisse, moins de la moitié du plein. Bon. Il a décollé du Bourget, il est allé à Reims. Là, on a fait en gros 50 minutes d'évolution ensemble, etc. Ensuite, nous, on s'est posé à Creil. Et lui est arrivé à Creil, il est descendu en basse altitude et il a fait 20 minutes de voltige en basse altitude. Ça coûte et la voltige en basse altitude, ça consomme beaucoup. Il a fait 20 minutes. Ensuite, il est retourné au Bourget. Il a fait 6 Toutchengo. 6 Toutchengo. Et quand il s'est posé, il a dit, avec ça, je pouvais encore me dérouter à Istres. Il faut encore traverser la France. Il faut encore traverser la France et se poser à Istres avec les minima carburant à l'arrivée. En étant parti de la moitié du plein. Bon, voilà. Autre chose qu'on avait remarqué en vol, pendant qu'on faisait de la patrouille serrée, on faisait des tas de photos, on avait remarqué autour des tuyères des réacteurs une espèce d'aérosol.
bizarre. Alors au début, on avait pensé à des traînées de condensation, mais enfin, on n'était pas à des altitudes où il y a des traînées. Et en fait, on a demandé au pilote le soir, il dit non, mais on pulvérise du pétrole pour refroidir le flux des réacteurs, c'est-à-dire pour la signature infrarouge. On dit, vous pulvérisez du pétrole tellement vous en avez. Voilà, en gros, pour nous, c'est... Voilà, donc on était dans un autre monde, quoi. Mais l'aéronautique russe, c'est un autre monde que le nôtre, mais c'est des gens extrêmement compétents en aéronautique. Hein. Il ne faut surtout pas sous-estimer la qualité des avions russes. Hein. Certainement pas. Hein. Et puis, depuis le temps, les Sukhoi 35, etc., qu'on voit aujourd'hui, etc., c'est la continuation d'une véritable... Ils ont un savoir-faire avec des méthodes différentes des méthodes occidentales, mais qui est réel. Hein. Qui marche bien. Ouais, qui marche bien. Hein. Et puis, par exemple, juste un petit truc sur le MiG-29, on nous a expliqué que les moteurs de MiG-29 sont faits pour durer 300 heures. Ouais. Et aux 300 heures, on les jette. Donc, il y a peu de maintenance. Peu de maintenance. Ils sont très bons en chaudronnerie et tout ça, les Russes. Donc, ils font des moteurs qui poussent très fort. Mais qui dit pousse très fort, performance élevée, dit durabilité un petit peu hypothétique. Ils disent non, nous 300 heures, on jette. Ah, c'est une autre approche. C'est une autre approche, mais elle a aussi ses mérites, parce que quand on voit toutes les pièces détachées, les cycles d'entretien, je crois qu'ils font des économies là-dessus. Donc finalement, au total, je ne sais pas, enfin, moi je n'ai pas fait de calcul, mais c'est pas ridicule. Oui, effectivement. Puis après, c'est quoi l'objectif? 300 heures au combat, enfin à la base, c'était pensé pour une survivabilité qui était sûrement pas de 300 heures au combat. Voilà, donc, exactement. Quel est l'objectif? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai passé un excellent moment. Merci, mon colonel. Merci.